بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours vidéo, module synthèse d'images. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2 pour chapitre numéro 2, synthèse d'images. Nous sommes arrivés à la modélisation avec les repères, bien sûr. On a dit que chaque point est défini par ses coordonnées dans le repère global et dans les repères d'objets. Et on peut ensuite, grâce à ces points, réaliser un modèle en fil de fer d'une image, bien sûr. Puis on peut appliquer des textures sur ces modèles en fil de fer. Et grâce aux lumières, elles aussi définies dans le repère global, on obtient des effets de lumière et d'ombre sur les objets. Puis on va définir le repère caméra qui correspond au point de vue que l'on aura sur les différents objets. Et on définit enfin le repère écran qui montre quelle image on obtiendra sur l'écran de l'ordinateur. Ainsi, à chaque position de la caméra, elle correspond à une image différente qui affiche sur le moniteur. Maintenant, nous avons expliqué que n'importe quel élément ou objet présent dans une image de synthèse doit être situé dans des repères. Nous allons étudier ces différents moyens possibles pour créer ces objets. Maintenant, on passe à la modélisation géométrique des objets et leur représentation avec les types de modélisation. Une fois l'espace défini, nous pouvons maintenant aborder la modélisation des objets proprement dites, soit en se basant sur des primitives pour les sphères, les cylindres, les cubes et des cônes. Vous avez les types de modélisation, soit en fil de fer, ou bien surfacique, ou bien volumique. On va commencer par la modélisation de fil de fer. Par définition d'un objet sommet plus arrêté, on peut gagner de la place mémoire en se stockant que les sommets et les arrêtés. Impossible d'éliminer les parties cachées d'un objet. Objet sans signification physique. Ambiguïté de représentation. Il serait alors impossible de lui attribuer des couleurs, des textures ou autres attributs qui sont basés sur la notion de surface. Comme vous voyez ici, donc un objet représenté en fil de fer. Ici, nous avons des objets sans signification physique et on aura une ambiguïté de représentation. Donc, ce modèle, est-ce que c'est le premier ou bien le deuxième? Maintenant, pour la modélisation surfacique, la modélisation par représentation par frontière surfacique, définition d'un objet à l'aide de surface, c'est liste des faces délimitant un volume. Donc, toujours un face, c'est liste d'arrêtés formant sa frontière. Évolution du modèle fil de fer sommet, arrêté et face. La méthode surfacico mémorise uniquement des surfaces dans l'espace. Ce sont les surfaces qui entourent l'objet. Cette méthode est la plus utilisée en image de synthèse car elle est en général moins coûteuse en temps de calcul et bien sûr en espace mémoire que les autres méthodes. Vous voyez ici dans cet exemple la modélisation représentant par frontière surfacique. Ici, vous avez le principe de la synthèse d'image, le process modélisation. Donc, vous aurez pour chaque point sa représentation et ses coordonnées. Toujours avec la modélisation surfacique, nous avons des surfaces à base de facettes polygonales, ce qu'on appelle le maillage. Et chaque objet est alors décrit par un ensemble de polygones ou facettes. Et chaque facette est formée d'arrêtés reliés par des sommets ou bien des points. Et chaque sommet est défini par ses coordonnées dans l'espace 3 dimensions. Notons que les facettes utilisées sont souvent triangulaires, primitives à 3 sommets et 3 arrêtés. Ainsi, chaque face d'un cube créé sera formée de 2 facettes triangulaires au lieu d'une seule facette carrée. La méthode de représentation polygonale est basée sur 3 constituants de base. Vous avez le polygone triangulaire, l'arête et enfin le sommet.
Ainsi, la méthode la plus simple et la plus répandue pour représenter des objets 3 dimensions consiste à utiliser un modèle polygonal. Ainsi, cette décomposition de l'objet en polygone qui ressemble à une image s'appelle le maillage. Un des avantages du modèle polygonal, c'est la souplesse de l'objet modélisé qui peut être modifié à volonté au niveau du sommet et des arêtés. C'est une caractéristique importante lorsqu'on doit retravailler des formes complexes comme un visage humain. Mais le modèle polygonal comporte aussi des défauts. C'est qu'un des inconvénients du modèle polygonal, le maillage, c'est que tout objet peut être représenté par un maillage polygonal, mais pas toujours avec une qualité optimale. Si nous avons un cube c'est prête particulièrement bien, ce n'est pas le cas d'un objet arrondi. Pour cela, il faut multiplier le nombre de polygones qui constituent le maillage. Plus il y aura de polygones, plus l'image sera fluide et réaliste. Donc, comme vous voyez bien dans cette figure, vous avez à gauche, on obtient un objet peu convaincant. À droite, l'objet est presque parfait, mais consomme énormément de polygones. Mais si on veut créer un objet avec trop de polygones, cela va prendre beaucoup de mémoire. Pardon? Donc, pour faire des économies, les objets qui resteront à l'arrière-plan pourront comporter peu de facettes, tandis que les objets vus en gros plan devront être très détaillés. Une fois cette étape achevée, ces polygones pourront être remplis avec la texture voulue. Donc, vous voyez sur cette figure des sphères avec 80. La première 80 polygones, la deuxième 960 polygones, la dernière avec 9800 polygones. Maintenant, on passe à un autre type de modèle descriptif, c'est la modélisation par octet. Donc, définition d'un arbre de remplissage de l'espace, les nœuds des sous-espaces non homogènes, les feuilles sont des sous-espaces pleins ou vides, la cellule de base est le cube élémentaire octet voxel, et chaque nœud de l'arbre octal subdivise un espace limité en 8 parties, sauf si cet espace est vide ou bien plein. Voici un exemple de modèle descriptif. Maintenant, toujours avec le modèle constructif, cette fois-ci, au lieu de descriptif, nous avons une modélisation par construction géométrique solide. On va commencer par définition d'un arbre de construction. Vous avez que les nœuds sont des opérateurs booléens, les feuilles sont des solides de base. La description de forme complexe, vous avez un objet 1, POB, objet 2, etc. L'objet c'est sphère, cube, cylindre, etc. Et vous avez le BOP, opérateur boolien. Donc, modélisation par CSG, Constructive Solid Geometry. Si vous avez A et B sont deux solides, on construit les solides. A union B, c'est l'ensemble de points appartenant à A ou B. A inter B, c'est l'ensemble des points appartenant à A et B. A moins B, c'est l'ensemble des points appartenant à A et non à B. A col B, c'est le collage de A et B. A in B, c'est l'ensemble de points de A à l'intérieur de B. A out B, c'est l'ensemble des points de A à l'extérieur de B. A on B, c'est l'ensemble de points de A sur la frontière de B. Donc, vous avez des modèles pour l'union, subtraction et l'insertion. Toujours avec le modèle constructif, donc vous avez un autre exemple. Vous avez que la plupart des logiciels de modélisation utilisent la méthode surfacique ou volumique.
Ces deux méthodes sont assez différentes. La méthode surfacique mémorise les faces et la méthode volumique les objets de base qui composent l'objet. Maintenant, pour la modélisation avec transformation de modélisation en se basant sur les transformations géométriques, l'hypothèse, c'est que les objets de la scène sont connus ou bien modélisés. Il faut positionner ces objets dans la scène 3 dimensions. Passage du système de coordonnées locales de chaque objet 3 dimensions, objet space, vers un repère global, world space. Repère de l'environnement ou de la scène ou bien du monde. Voici les coordonnées de l'objet et on obtient les coordonnées du monde. Maintenant, pour les projections 3 dimensions vers 2 dimensions en utilisant des transformations 3D vers 2 dimensions, l'hypothèse, c'est bien, on va placer les objets aux endroits voulus dans la scène. Maintenant, si on veut projeter ces objets dans l'image de dimension, c'est-à-dire passer de coordonnées du monde en 3 dimensions vers les coordonnées de l'écran en 2 dimensions. Pour cela, il suffit d'intervenir le théorème de Thalès. Donc, voici les coordonnées en Z de l'objet, la distance focale, les coordonnées en Y de l'image de l'objet sur le plan, avec les coordonnées en Y de l'objet. On va commencer par la transformation de vision. Donc, placer puis pointer la caméra virtuelle. La position par défaut de la caméra est à l'origine du repère de la scène, orientée vers les Z négatives, et la verticale de la caméra est alignée avec les axes de Y positifs. Vous avez que la position et l'orientation d'une caméra constituent un point de vue. On peut créer plusieurs caméras, les positionner quand on veut dans la scène, en donnant leurs coordonnées dans le repère correspondant, c'est-à-dire le repère caméra, bien sûr, puis alterner entre ces divers vues. On peut modifier la position et l'orientation de la caméra virtuelle à l'aide de transformation de vision. On a placé des objets aux endroits voulus dans la scène et on a placé puis pointé la caméra virtuelle. Maintenant, côté transformation d'affichage, vous avez la transformation caméra et transformation de projection. Pour la transformation caméra, c'est passer des coordonnées du monde repère global à ces deux points de vue repère caméra ou bien eye space. Donc, pour transformation de projection, vous avez choisir une focale centre de projection. Elle comprend le choix du champ de vision, spécification du volume de visualisation. Comme sur un appareil photo, on peut adapter un grand angle, un objectif normal. Elle comprend également le choix du type de projection, soit des projections parallèles ou bien des projections perspectives. De grandes familles de projections. Vous avez projection parallèle, pas de rétrécissement des objets dans le lointain. Plusieurs types de projections parallèles. Vous avez l'orthographique et oblique, etc. Et la projection orthographique n'affecte pas la taille relative des objets. Maintenant, si on parle projection perspective, vous avez que la projection perspective fait apparaître les objets lointains plus petits que ceux qui sont proches. Nous avons plusieurs types avec 1, 2 ou 3 points de fuite. Donc, voici un exemple de projection parallèle et projection perspective. Vous avez que le volume de vision est un pavé, un parallélépipède rectangle. Deuxièmement, vous avez le volume de vision sous la forme d'une pyramide tronquée. Pour le clipping, ou bien le découpage, c'est le passage en coordonnées normalisées, Normalized Device Coordinated, suppression des parties hors du volume de vision. Vous avez que les portions en dehors du volume de vue sont coupées et vous avez que les 6 plans de définition du volume de vision sont des plans de clipping. Donc, tous les primitifs qui se trouvent en dehors de ce volume seront supprimés. La transformation écran-projection, donc passer des coordonnées spatiales à la représentation sur l'écran. Le but est donc de représenter un monde en 3 dimensions à travers un écran.
L'ordinateur doit donc transformer les coordonnées spatiales en coordonnées pleines. Cela s'appelle la projection. C'est une réduction de nombre à dimension. Et vous avez que les primitives 3D sont projetées sur l'espace d'images de dimension. Donc, passer du coordonnées spatiales à la représentation sur l'écran en se basant sur la transformation de cadrage ou bien fenêtrage, c'est définir une zone rectangulaire de pixels dans la fenêtre dans laquelle l'image finale sera affichée. Donc, il faut spécifier la taille et la position de l'image sur l'écran de l'ordinateur. Maintenant, fenêtre viewport, c'est les grilles de pixels sur laquelle on place l'image. On termine avec une conclusion. Donc, voilà l'étape de la modélisation des éléments d'une image de synthèse achevée. Nous allons en créer ces formes et objets par différents moyens. Nous les avons situés dans les repères appropriés. Nous avons fixé des caméras pour les observer sous différents angles de vue. Mais ces formes restent encore inachevées. Il faut les accompagner avec un rendu afin qu'elles deviennent plus réelles et plus convaincantes. On termine avec le troisième chapitre pour l'introduction à la synthèse d'images et on va voir le rendu. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.